c'est avant tout un natif de Ziguinchor, un patriote, une personne qui est attachée aux valeurs républicaines et qui a toujours été dans l'engagement depuis l'université jusqu'à nos jours. Parallèlement, on peut dire que sur le plan académique, je suis titulaire d'un DEA, droit économique et des affaires, et de plusieurs certifications dans le domaine du management commercial, de la stratégie d'entreprise, et aussi en tant que juriste, j'ai eu à pratiquer dans les cabinets d'avocats, les cabinets de notaires. J'ai fait la banque également en tant que juriste, mais aussi en tant qu'agent compliance, autrement dit agent de conformité réglementaire, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc en ce sens, j'ai été le premier en charge de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d'argent à Orabank. Et aussi, j'ai eu à travailler dans le secteur des assurances, dans une multinationale française, en tant que responsable juridique et conformité des filiales africaines. Puis j'ai eu à diriger la filiale du Sénégal, avant de rejoindre une grande compagnie, une compagnie sénégalaise de la place, à savoir Askia Assurance, pendant 3 belles années en tant que directeur commercial et marketing. J'ai aussi travaillé à la SAPCO, qui est une société d'État, en tant que secrétaire général, avant d'adopter une option d'entrepreneuriat, voilà, en tant que cofondateur d'au moins 2 entreprises. Une entreprise qui évolue dans le secteur de tout ce qui est technologie, mise à disposition de bureaux, location de salles de réunion et aussi intermédiation en assurance. Et puis l'autre société s'occupe de tout ce qui est livraison, donc livraison par le biais également de la technologie. Je suis un passionné du digital, on va dire. J'aime pas le qualificatif politicien puisque souvent ça a une certaine connotation négative par rapport à l'expérience qu'on a de comment la politique se fait dans nos environnements. Je dirais un homme engagé. Donc un homme engagé, c'est ça. Novi c'est une plateforme citoyenne qui veut dire nouvelle vision pour l'émergence du Sénégal. En wolof, on le traduit par Gis-Gis bu bees ngir suqali Sénégal. Donc ça traduit derrière une idée de rupture. Rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur la scène politique. On veut aujourd'hui recentrer le débat sur les réels enjeux de développement, les réels enjeux sociétaux, donc pour le Sénégal et pour l'Afrique en général, et éviter que l'opinion soit souvent cristallisée autour de questions purement politiciennes. Et c'est la raison pour laquelle, pour démarrer la mise en place de cette plateforme, qui est une forme d'alternative, une autre façon de contribuer à la politique et à tout ce qui se fait dans ce pays, nous avons voulu coopter des cadres, des intellectuels dans tous les secteurs d'activité, que ce soit des juristes, des financiers, des banquiers, des assureurs, des pilotes, des médecins, des professeurs d'université, professeurs de lycée, afin qu'ensemble, nous puissions créer une certaine synergie qui nous permettra de réfléchir de manière efficace sur les défis et enjeux de développement de notre pays, pour aussi discuter des questions d'actualité qui peuvent concerner le Sénégal directement ou indirectement. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde peut avoir aussi des répercussions sur nos États, qu'il s'agisse du Sénégal, qu'il s'agisse de l'Afrique. Donc voilà un peu en résumé le soubassement, donc voilà les motivations autour de la création de Novi. D'abord, ce que je peux dire
par rapport à ce qui s'est passé dans le contexte des élections de 2024, c'est qu'on peut sentir que les citoyens sénégalais tiennent à leur liberté fondamentale, à leur liberté d'expression, à leur liberté de manifester, mais aussi au respect du calendrier républicain qui fait partie des grands rendez-vous démocratiques. Donc cela s'est traduit par une ferme opposition à la tentative de troisième mandat, mais aussi au report du calendrier républicain. Novi, dans ce contexte-là, a joué un rôle majeur. J'ai fait moi-même beaucoup de sorties médiatiques pour dire que cette situation était scandaleuse, car le Sénégal est connu pour être la vitrine démocratique de l'Afrique de l'Ouest, et que par conséquent, c'était vraiment une situation qui ternissait cette image reluisante qu'on avait de la démocratie sénégalaise. Donc, en ce sens, Novi s'est érigé en rempart par rapport à ce qui se profilait à l'horizon. Aussi, je rappelle que j'ai été le premier à me rendre sur place pour le vote symbolique en février 2024. Voilà, donc pour, à travers un geste symbolique, montrer que nous tenons quand même au respect du calendrier républicain. Donc, d'autre part, je pense qu'avec ce qui s'est passé, avec cette alternance, comme vous le dites, cette troisième alternance, on ressent quand même un désir, une aspiration de la population sénégalaise à une rupture. Rupture par rapport à la façon dont nos ressources sont gérées. Donc, plusieurs rapports sont passés par là et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de sanctions. Vous avez vu comment les fonds du fonds Force Covid ont été gérés. Donc toute cette gabegie financière qu'il y a eu autour de la gestion des deniers publics, des rapports dont la sortie était retardée, il n'y a jamais eu de sanctions. D'autre part, je pense qu'il y a eu beaucoup de musulmans, de l'opposition, de toute tentative de s'opposer par des voies démocratiques par rapport à ce qui se passait, par rapport à la direction qui était prise par l'ancien régime. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi cette population qui est en train d'augmenter de manière exponentielle. Donc nous faisons face à une population qui est très très jeune, et si les aspirations, si les préoccupations de cette jeunesse ne sont pas suffisamment prises en compte, ça peut poser des problèmes. Ce qui explique aujourd'hui qu'on assiste, au-delà de l'alternance qui est souhaitée, on va dire une certaine forme d'alternative qu'on souhaite par rapport à ce qui est en train à la tangente qui a été prise par l'État du Sénégal. Il y a une alternance générationnelle qui s'est opérée. Et beaucoup de promesses ont été faites. On attend de voir ce que les nouveaux tenants du régime vont proposer et vont mettre en place pour apporter des solutions concrètes et efficaces par rapport aux attentes et aux aspirations de la population, mais surtout de cette jeunesse qui est aujourd'hui plus ou moins désemparée. D'abord, je pense que vous avez suivi les propos de l'évêque lors du pèlerinage marial de Popenguine, qui disait que la justice et la paix vont de pair. Je pense qu'aujourd'hui, l'impunité a été érigée dans notre pays comme une règle de gouvernance. Il faut mettre fin à tout cela. Je pense que c'est un travail qui est facile à faire, d'autant plus que tous les corps de contrôle, en tout cas la majorité, à la demande de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ont été publiés. Donc il faut poser ces dossiers sur la table. S'il y a des poursuites à faire, s'il y a des auditions à faire, qu'on puisse le faire, mais dans le respect des règles de droit, puisque aussi il y a un principe
important qui prévaut en matière de poursuite judiciaire, c'est le principe de l'innocence. Il faut donner la possibilité à ceux qui ont été épinglés donc d'apporter leur version des faits, ne pas être dans une chasse aux sorcières, mais essayer de voir aujourd'hui comment appliquer, si les faits sont avérés, des sanctions appropriées, et surtout mettre l'accent sur la récupération des fonds qui ont été détournés. Je pense que pour qu'on puisse bâtir ce pays, il faut beaucoup insister déjà sur le système éducatif national qui, à mon sens, doit être réformé pour que déjà le calendrier scolaire et universitaire soit respecté, le contenu des programmes soit revu pour favoriser l'employabilité des jeunes, pour faire en sorte que nos écoles et dans nos universités soient adaptées par rapport aux besoins du marché et par rapport à nos défis de développement. Il faut qu'on arrive très tôt à faire en sorte que qu'on puisse développer, on va dire, les filières techniques et professionnelles pour que les jeunes qui souhaitent adopter une carrière entrepreneuriale ou travailler dans certains métiers, la menuiserie, la boiserie, la mécanique, etc., qu'on puisse avoir vraiment des ressources qualifiées à ce niveau. Je pense que la santé aussi n'est pas en rade, mais aussi veiller à l'équité territoriale, puisque vous remarquerez que Dakar est devenu aujourd'hui une bombe humaine, une bombe démographique. Vous avez un tiers de la population qui est établie sur 0,1% ou 0,3%, je ne sais plus, de tout le territoire national. Donc ça crée vraiment des déséquilibres et c'est lié quelque part à la politique économique qui fait que Dakar centralise les différents centres d'intérêt économique, voilà, avec un environnement des affaires qui se développe de manière exponentielle au détriment des autres régions. Donc je pense qu'il faut refaire, rebâtir, repenser la politique économique. Moi, je pencherais pour des pôles, des grands pôles économiques qui se dessineraient suivant les potentialités des différentes régions, on va dire. Je pense que tout cela, ça peut être intéressant. Mais comme le Premier ministre l'a dit, très certainement, des réponses ne pourront pas être apportées au plan de la vie, de la cherté de la vie pour baisser vraiment le coût de la vie. Mais il faut s'attendre vraiment à des réformes sérieuses en profondeur, puisque à ce niveau aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le coût du foncier a des répercussions importantes sur le coût de la vie, puisque tous les opérateurs économiques, toutes les personnes qui sont en activité en tiendront compte, mais aussi les facteurs de production, notamment le coût de l'énergie, qui est assez important. Je pense que sur ces deux leviers-là, l'État a de quoi aujourd'hui réfléchir pour trouver, il y a matière à réflexion pour trouver des solutions aux problèmes, aux défis du quotidien. Bon, c'est une question qui est un peu difficile, d'autant plus que les porteurs de ce projet-là estiment qu'il est encore à redéfinir. On attend de voir ce qu'ils vont mettre sur la table. Mais en attendant, moi je considère ce qu'ils appellent le projet comme étant le programme sur la base duquel les actuels tenants du pouvoir ont été élus. Ce programme, nous l'avons étudié comme nous l'avons fait durant la période électorale pour tous les autres candidats. Donc je pense que dans l'ensemble, il y a de bons points. Donc sur le plan de la justice, il y a des réformes qui sont envisagées et c'est important de le faire. Sur le plan également de la monnaie, il y a des questions qui ont été agitées, notamment
qu'on puisse battre, que le Sénégal puisse battre sa propre monnaie. Là, moi, je ne suis pas convaincu. Je vois que de plus en plus leur position, ils sont en train de revoir leur position, donc en affirmant que c'est des aspirations, mais qu'ils allaient d'abord poser le débat au niveau communautaire. C'est ce qui est en train d'être fait dans tous les cas. Moi, je pense que nos États sont très divisés et qu'aujourd'hui, il ne faut pas accentuer la division. Il est possible, à travers le leadership du Sénégal, de mener ces combats-là au niveau communautaire. Et puis, des réformes ont déjà été initiées. Et je pense que ça ne peut faire qu'avancer dans tous les cas. Voilà. Donc, on verra ce qu'il en adviendra. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il faut veiller à plus d'équité territoriale. Ça, c'est important. Il faut réformer en profondeur le système éducatif national, puisque ce qui arrive, c'est que beaucoup font des études élitistes, ils arrivent à l'université avec un master et le marché de l'emploi n'est pas en mesure de les absorber. Et tous ces jeunes se retrouvent désorientés, sans aucune issue. Et vous voyez les conséquences sur la sécurité, sur l'immigration irrégulière, qui est une honte aujourd'hui pour l'Afrique. Donc je pense que les problèmes doivent se régler à la base. Sinon, on risque d'apporter des réponses aux effets et non aux causes. Donc pour moi, l'éducation reste une préoccupation majeure. En tant que plateforme citoyenne, nous avions travaillé sur des propositions. Nous avions identifié, je crois, 23 points que nous avons considérés comme étant essentiels si on veut vraiment régler de manière structurelle les problèmes auxquels le Sénégal est confronté. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous faisons face à la réalité du pouvoir, puisque le Sénégal ne peut pas être un État autarcique, un État qui vit sur une autre planète. Donc j'ai vu qu'il a un peu contextualisé sa position par rapport à la question de l'homosexualité. Je pense que c'est ça votre question. Écoutez, je pense que M. Mélenchon a apporté la réplique en disant que les peuples n'ont pas la même culture. Ce qui est important dans ce genre de questions, c'est que l'universalité qui va de pair avec la mondialisation ne doit pas être en contradiction avec la pluralité et la diversité qui doit être considérée, des cultures qui doivent être considérées comme une richesse, et que chaque État souverain respecte aussi la souveraineté des autres États. Mais nous sommes dans un monde où il y a des liens d'interdépendance. Donc pour moi, il faut être ouvert d'esprit, tout en restant ferme sur ce que nous considérons comme étant nos valeurs intrinsèques. Voilà. Mais le Sénégal a des défis beaucoup plus importants que la question de l'homosexualité, bon, qu'on ne banalise pas, bien entendu. La réalité, c'est que nous avons des homosexuels que nous connaissons, que nous identifions. Mais pour moi, les priorités sont ailleurs. Il faut être dans les vrais débats. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment éduquer le Sénégalais pour qu'il soit un citoyen consciencieux de ses droits, de ses devoirs. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec le BRT qui est mis en circulation, et à peine quelques jours, ces infrastructures sont en train d'être détruites. Comment faire en sorte pour que ces citoyens-là puissent s'approprier les politiques publiques et les infrastructures qui sont mises à leur disposition. Comment faire en sorte pour que la jeunesse soit un acteur des politiques publiques et non une catégorie de la population qui subit les politiques publiques. Donc je pense que tout ceci est important. En mon sens, il faut relativiser les choses, il faut être dans une dynamique d'ouverture d'esprit. Et je pense que M. Mélenchon n'est pas venu, ce que je peux saluer, comme étant un donneur de leçons. Il a accepté la position qui est celle de la majorité des Sénégalais.
Donc l'homosexualité ne fait pas partie du tout de notre culture. Même si, comme M. Sonko l'a dit, et c'est une réalité, il y a une certaine tolérance. Ça ne veut pas dire que si des gens sont pris sur le fait qu'ils ne seront pas traduits devant les juridictions compétentes, puisque l'homosexualité est aujourd'hui rangée dans la catégorie des actes contre nature. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants pour notre pays que de savoir qui est homosexuel et qui ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, comme la majeure partie des États en Afrique, sont caractérisés par une démographie galopante. La vitesse à laquelle la population croît est très importante par rapport à la vitesse à laquelle les richesses sont créées. Ce qui fait que des initiatives sont prises, mais ça reste insuffisant. Si on ne règle pas la question de l'emploi des jeunes, qui commence d'abord par la question de l'employabilité et des alternatives qu'on peut offrir par rapport au cursus traditionnel, c'est-à-dire faire le lycée, l'université, et puis après faire un stage, être dans une entreprise, employé, bon, on va se retrouver toujours à la case départ. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est déjà dès le lycée, qu'on puisse orienter ceux qui ont le profil vers les filières techniques, qu'on puisse faire en sorte que les jeunes soient orientés par exemple vers l'agriculture, pour que vraiment ce secteur-là, aujourd'hui vous imaginez, la Casamance qui doit être le poumon vert du Sénégal, on n'arrive même pas à produire en autosuffisance nos besoins en denrées de première nécessité, et on est obligé d'importer quand il y a un problème en Ukraine par rapport à la fourniture du blé. Nous avons des problèmes, alors que c'est l'Afrique qui doit nourrir le reste. Je pense qu'il y avait un programme qui a été mis en place, le PRODAC. Il faut essayer de réétudier, de questionner de nouveau ces programmes, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, apporter les correctifs nécessaires. Nous, par rapport à la question de l'immigration clandestine, ce que nous avons dit, c'est clair. On a des instruments, on a des programmes, on a des projets tels que la DER-FJ. Donc, en situation de crise, par rapport à la question de l'immigration clandestine, nous, ce qu'on a proposé, c'est que ces fonds soient orientés vers les solutions qui sont identifiées pour retenir les jeunes au Sénégal. Et ces solutions-là, on peut facilement les identifier. Vous avez le premier problème qui se pose, c'est la rareté de la ressource halieutique, qui fait que ceux qui allaient en mer pour pêcher se sont reconvertis dans le trafic de migrants. Donc, on peut essayer de revoir les accords de pêche pour que vraiment que la ressource halieutique ne soit pas pillée et que les pêcheurs puissent vraiment trouver la ressource sur place. À défaut, si on arrive à cibler les différentes zones de départ qui sont liées qui sont touchées par les conséquences de la pêche sauvage, qu'on essaie de développer la pisciculture comme alternative. Donc, je pense qu'il y a le Centre national de formation aux techniques de pêche artisanale, donc qui fait un excellent travail à ce niveau. Donc, essayer d'organiser les jeunes pour qu'ils fassent de la pisciculture. L'agriculture aussi, je pense que c'est important, du fait de l'urbanisation au mépris des activités qu'on avait l'habitude de voir en zone rurale, telles que l'agriculture, etc. Donc je pense qu'il faut essayer de développer des zones où les jeunes peuvent se réunir en coopérative et qu'on puisse les former, qu'on puisse les suivre, qu'on puisse les accompagner. Voilà. Puisqu'on se retrouve souvent dans des projets où les jeunes ne sont pas forcément suffisamment préparés et puis c'est éparpillé, il n'y a pas de suivi et ça ne marche pas. Donc je pense que les jeunes, ils ne demandent qu'à ce qu'on leur offre des alternatives, qu'à ce qu'on leur donne des perspectives de réussite au Sénégal.
Et c'est possible. J'ai un credo qui est assez simple, c'est la culture de l'excellence. Dans tout ce qu'on fait, il faut tout faire pour être soit le meilleur, soit être parmi les meilleurs. Que ça soit dans les études, que ça soit dans les métiers, que ça soit dans le lieu de travail, il faut tout faire pour être parmi les meilleurs. Donc je pense que ça c'est important. Je dirais aussi que c'est très important d'avoir une conscience citoyenne, s'approprier les politiques publiques. Il ne faut pas verser dans l'incivisme. Et quand on est à la recherche d'opportunités, il ne faut négliger aucune piste puisqu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier, donc il faut chercher toutes les solutions possibles. Donc je pense que c'est important. Lorsque l'on regarde autour de soi, dans son environnement, il y a toujours quelque chose d'utile qu'on peut faire. Je pense que ça, c'est très important. Il faut s'intéresser à la vie de l'État. Ce que j'ai constaté, c'est que souvent nous avons des moments où la conscience citoyenne est assez élevée, c'est à la veille des élections. Or, au plan politique, chaque citoyen doit être conscient de ses droits, mais aussi de ses devoirs. Les appliquer par rapport à ses devoirs et exiger le respect de ses droits. Je pense que c'est important. C'est ce que je peux lancer comme message de manière générale. Le respect des engagements. Il ne faudrait plus que les promesses électorales soient de 20 mots. Il faut que le programme sur la base duquel ils ont été élus, qu'ils puissent le respecter, le dérouler. Donc être dans l'inclusion, aussi travailler avec tout le monde, puisque comme eux-mêmes ils l'ont dit, dans l'ancien régime, il y a des gens qui ont les mains propres, essayer de voir partout où l'expertise se trouve, que ce soit au Sénégal, que ce soit à l'étranger, fédérer toutes les forces vives de la nation pour qu'on puisse vraiment bâtir ce Sénégal-là et faire en sorte vraiment qu'il y ait plus de cohésion, que la politique ne soit plus source de division. Donc je pense que ça, c'est très important. On a remarqué durant les événements qui se sont passés ces 3 dernières années, beaucoup de bavures policières. Tout ceci doit être proscrit, ça doit être banni au XXIe siècle. Les gens doivent pouvoir manifester. Donc autant ils ont décrié ce qui s'était passé ici, donc autant on doit veiller à ce que vraiment les libertés soient garanties au Sénégal pour tous les citoyens, quel que soit le bord où on se situe. Et encore une fois, le respect des promesses. C'est encore assez tôt aujourd'hui pour tirer un bilan pour un régime qui est en place depuis à peine 1 mois et demi. Donc on leur laissera d'ici 6 mois pour voir ce qu'il en adviendra afin de nous faire notre propre opinion et puis d'apprécier. Mes derniers mots sont avant tout un mot de remerciement à l'endroit de votre équipe très professionnelle. J'ai l'habitude de suivre ce que vous faites, donc vraiment on vous félicite. Je remercie également les membres de nos vies qui se sont engagés de manière bénévole et nous sommes en train de faire un travail remarquable à travers la défense des valeurs démocratiques et républicaines. Prochainement, nous serons sur le terrain pour des activités citoyennes. Nous donnons rendez-vous aux Sénégalais ce samedi, puisque nous nous dirigeons ce samedi, nous serons au village d'enfants SOS de Karak pour une activité de don de denrées alimentaires, denrées de première nécessité, vraiment pour que les enfants qui sont en situation de vulnérabilité soient dans de bonnes conditions, qu'on leur offre une bonne éducation et que la rue ne soit pas vraiment leur dernière issue, on va dire. Qu'ils soient pris en charge par la société et par des acteurs organisés comme le village d'enfants SOS. Et merci encore. Merci.
Merci.